Lors d'un dîner de famille aux chandelles, mon père a levé son verre et a annoncé « Nous te retirons de l'héritage. Tu n'as jamais mérité un centime. » Mon frère a ri pendant que je sirotais mon vin et répondait « Alors je suppose que je ne vous manquerai pas. » 2 jours plus tard, tout ce qu'il possédait appartenait à quelqu'un d'autre. Ils ont porté un toast à ma déshérence à la lueur des bougies, riant comme si c'était une chute de blague. Mon père m'a traité d'indigne. Ma mère a souri. Mon frère a applaudi. J'ai posé mon verre et je suis sorti sans un mot. 48 heures plus tard, le nom Moore ne signifiait plus rien. Le courriel confirmant ma promotion est arrivé à 16h47 un mardi après-midi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé pleurer dans mon bureau, la porte fermée. Associée directrice. Nora, associée directrice, division de l'expertise comptable judiciaire. J'ai lu la ligne 3 fois avant de le croire. 12 ans à démêler les mensonges des autres, à m'asseoir en face de cadres qui se croyaient malins, à construire des feuilles de calcul qui se lisaient comme des confessions. 12 ans à déjeuner à mon bureau et à prendre des cas que personne d'autre ne voulait. Et enfin, les lettres sur la porte allaient inclure mon nom. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé le petit plat en céramique au coin de mon bureau, celui qui contenait le stylo-plume de mon grand-père, en argent, gravé le long du corps de ses initiales, usé par 4 décennies d'utilisation. Il l'avait pressé dans ma paume l'été de mes 12 ans, avait recourbé mes doigts autour et avait dit de sa voix basse et patiente, « Les chiffres ne mentent jamais, Nora. Les gens, si. Apprends à lire les deux. » J'avais appris. Mon Dieu, j'avais appris. Je pensais à l'appeler, oubliant pendant une seconde entière qu'il était parti depuis 8 ans, quand mon téléphone a vibré sur le bureau. Le nom de ma mère a illuminé l'écran. Pas un appel, un texto de ma mère, qui n'envoyait pas de texto. Nora, chérie, ton père et moi aimerions que tu te joignes à nous pour dîner samedi à 19h dans le salon privé de l'auberge. Preston et Céleste seront là. S'il te plaît, porte quelque chose d'approprié. C'est important. Je l'ai lu 2 fois. Ma mère ne m'avait pas invité à un dîner de famille depuis près de 2 ans. Pas depuis que j'avais refusé d'assister au 41e anniversaire de Preston parce que j'étais dans un avion de retour d'une déposition à Denver, et mon absence avait été en quelque sorte interprétée comme une déclaration de guerre. Elle avait cessé de m'inviter à des événements après cela, de la manière polie et tranchante dont elle faisait tout. Je m'étais dit que ça ne me dérangeait pas. Je m'étais dit beaucoup de choses. Porte quelque chose d'approprié. C'était la phrase qui m'était restée. Comme si je risquais d'arriver en sweat à capuche tachée de peinture. Comme si j'avais encore 15 ans et qu'on devait me rappeler que les Moore ne s'avachissent pas, ne s'agitent pas, ne mettent pas la famille dans l'embarras en public. J'ai répondu par un simple « je serai là » et j'ai posé le téléphone face contre le bureau. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû sentir le petit bourdonnement aigu à l'arrière de mon crâne que je sentais quand le comptable d'un client commençait à expliquer la même anomalie de 3 manières différentes. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée et pleine d'espoir d'une manière que je ne m'étais pas autorisée à être depuis longtemps parce que peut-être, juste peut-être, mon père avait entendu parler de la promotion. Peut-être que quelqu'un l'avait mentionné au club. Peut-être que c'était enfin un dîner de famille où quelqu'un me disait le bon travail et le pensait. J'ai regardé le stylo dans son petit plat. Il captait la dernière lumière de l'après-midi et projetait une fine ligne argentée sur mon poignet. Je me suis dit qu'il aurait été fier aujourd'hui. Et puis je me suis dit, en rassemblant mon manteau et mon sac, que sa fierté valait plus que l'approbation de tous les autres réunis. Je ne savais tout simplement pas encore que les deux allaient être mesurés l'un contre l'autre le même soir. L'auberge se trouvait sur la colline au-dessus de la rivière, tout en pierre crème et lampe de cuivre, le genre de restaurant où les serveurs savaient ce que vous vouliez dire quand vous disiez la même chose que d'habitude, même si vous n'y étiez jamais allé auparavant. Mon père y avait fêté son 65e anniversaire. Mon frère y avait demandé Céleste en mariage. C'était la salle où la famille Moore allait pour être vue en tant que famille. Je suis arrivé avec 4 minutes d'avance dans une robe portefeuille anthracite que j'avais achetée le mois précédent pour une photo professionnelle, des talons bas, les cheveux tirés en arrière. Je me suis regardé dans le miroir du vestiaire comme une femme qui avait mérité son propre nettoyage à sec. Ma mère trouverait probablement encore quelque chose à corriger. Le maître d'hôtel m'a fait traverser la salle principale jusqu'au salon privé au bout du couloir. J'ai entendu le rire de mon frère avant de le voir, ce grand rire de cuivre que Preston avait cultivé à l'université et dont il ne s'était jamais départi.
J'ai entendu la voix de mon père en dessous, celle douce et saccadée de Céleste, et ma mère qui disait « Oh, arrête ça. Arrête ça. » De la façon dont elle le faisait quand elle prétendait désapprouver une blague qu'elle avait en fait appréciée. Puis la porte s'est ouverte et ils ont tous levé les yeux en même temps. Il y a une qualité particulière au silence qu'une famille fait quand ils ont parlé de vous et que vous arrivez juste à la fin. Il n'est pas vif. Il est doux, rapide et légèrement coupable, et il se glisse de côté dans un sourire avant que vous ne puissiez l'attraper. Je l'ai attrapé quand même. J'ai attrapé ce genre de silence dans plus de salles de conférence que je ne peux en compter. Nora. Mon père s'est levé à moitié, ce qui était le maximum qu'il ait jamais fait pour moi. Tu es venu. La circulation était bonne, ai-je dit, ce que personne n'avait demandé. Céleste tendait déjà la main vers la mienne à travers la table, paume fraîche, bague chaude. Tu as l'air mince, dit-elle. As-tu recommencé à courir? Tu dois me dire ton secret. Céleste avait une façon de vous complimenter qui donnait l'impression d'être mesurée pour un costume que vous n'auriez pas le droit d'acheter. J'ai pris ma place. Il y avait un carton de placement à chaque couvert imprimé sur du papier cartonné crème. Le mien disait simplement un Nora tandis que celui de mon frère disait de Monsieur Preston Moore. Celui de ma mère disait à Madame Robert Moore. C'était une petite chose. Ce n'était pas la plus petite chose qui arriverait ce soir-là. Le vin est arrivé, un Bordeaux dont je n'aurais pas pu donner le prix mais que j'aurais pu deviner à 20$ près. Mon père a pris une longue gorgée satisfaite et j'ai observé le petit sourire dur au coin de sa bouche, celui qu'il avait quand il était sur le point de dire quelque chose qu'il avait répété. Alors, dit-il en posant le verre. Comment va? Il a agité la main vaguement. La comptabilité. L'expertise comptable judiciaire, ai-je dit. Ça se passe bien, en fait. J'étais juste. Preston a conclu l'affaire Méridian, a interrompu ma mère, pas méchamment, sur le ton d'une femme qui redirigeait un petit enfant qui a commencé à parler à tort et à travers lors d'un dîner. Raconte-lui, Preston. Preston m'a longuement parlé de l'affaire Méridian, que je comprenais mieux que lui parce que j'avais passé un après-midi 2 ans auparavant à examiner discrètement les finances de Méridian pour un client envisageant une acquisition et j'avais conclu. Sur la base d'une ligne d'inventaire qui n'avait aucun sens arithmétique, que Méridian avait au moins 6 millions de dollars d'actifs surévalués. Mais je n'ai pas dit cela. J'ai hoché la tête. J'ai siroté mon vin. J'ai remarqué que mon père ne mangeait pas et que Céleste n'arrêtait pas de toucher le bord de son verre avec un doigt manucuré. Tape, tape, tape dans un petit rythme privé. C'est la première fois que ça a bourdonné. Le petit bourdonnement aigu à l'arrière de mon crâne. J'ai cherché mon sac à main sous la table, une vieille habitude, et mes doigts ont trouvé la forme du stylo de mon grand-père glissé dans la poche intérieure. Je l'y avais mis sans réfléchir ce matin-là, de la même manière qu'une autre femme pourrait y glisser un rouge à lèvres. Les chiffres ne mentent jamais, Nora. Les gens, si. J'ai senti la douceur de l'argent sous mon pouce et je me suis forcé à écouter. Et bien sûr, disait Preston, avec papa qui prend du recul cette année, c'est vraiment à moi de diriger les choses. Alors, prendre du recul? Ai-je dit. Il y a eu une pause, une toute petite. Mais je l'ai attrapé, de la même manière que j'ai attrapé le silence en entrant. Oui, chérie, a dit ma mère doucement. Ton père va enfin se reposer. Nous avons parlé à Bernard de la succession et de tout mettre en ordre. Elle m'a souri. Rien dont tu dois t'inquiéter. Le doigt de Céleste a tapoté le verre. Tape, tape, tape. Et elle a dit de la même voix chaude et brillante qu'elle utilisait pour tout, c'est si charmant que tu aies été libre ce soir, Nora. Je sais à quel point tu es occupée avec cette petite maison de ville à toi. Tout l'entretien, ça doit grignoter ton revenu net. Je l'ai regardé. Je n'avais jamais dit à Céleste ce que j'avais payé pour ma maison de ville. Je ne l'avais dit à aucun d'entre eux. Je l'avais acheté il y a 4 ans avec mon propre argent et j'avais été prudente à ce sujet, comme j'étais prudente pour tout, car ma famille avait l'habitude de transformer n'importe quelle information sur ma vie en une petite pierre qu'ils pourraient lancer plus tard. Elle avait dit revenu net, pas revenu net, comme si elle avait vu un chiffre. Le stylo était toujours dans ma main. Je le sentais comme on sent un battement de cœur dans un poignet que l'on tient depuis longtemps. C'est gérable, ai-je dit doucement, et je me suis tourné vers le serveur pour un autre verre d'eau.
Mais le bourdonnement était passé de l'arrière de mon crâne à la base de ma colonne vertébrale, et il n'a pas disparu pendant le reste des entrées. Pour comprendre ce qui s'est passé au plat principal, il faut comprendre ce que ma famille pensait de moi et ce qu'ils avaient pensé de moi depuis très longtemps. J'étais le deuxième enfant. Preston était le premier, plus âgé de 4 ans, et dès qu'il a su marcher, il a été choisi pour le rôle qu'il jouait encore. Le soleil, l'air, l'épaule que notre père finirait par tapoter en lui remettant les clés. Ma mère avait l'habitude de le présenter à ses amis comme notre Preston, le pronom possessif faisant beaucoup de travail. J'étais dès mon plus jeune âge l'autre, plus silencieuse, livresque, l'enfant qui préférait la compagnie de mon grand-père aux fêtes de Noël de la famille. Mon grand-père s'occupait des chiffres de l'entreprise de construction à l'époque où c'était encore l'entreprise de mon grand-père. Et à l'âge de 10 ans, j'étais assise sur un tabouret à côté de son bureau le samedi, apprenant à rapprocher un relevé bancaire. Il était le seul adulte à me parler comme si je pouvais un jour savoir quelque chose qui vaille la peine d'être su. Il était aussi le seul à remarquer à voix haute que mon père avait commencé à orienter l'entreprise familiale vers les travaux ostentatoires et à hauts risques qu'il préférait. Le genre de projet qui faisait les gros titres des journaux plutôt que les contrats municipaux stables et sans prestige sur lesquels mon grand-père avait bâti l'entreprise. Mon grand-père disait tranquillement plus d'une fois, « Robert veut être un grand homme. Les grands hommes tombent de plus haut. » Il me l'a dit l'été de mes 17 ans. Et il a repoussé son stylo en argent dans ma main après que j'ai signé les papiers pour mon fonds d'études. « Tu en auras besoin un jour, a-t-il dit. Tu sauras quand. » Il est mort l'hiver de mes 36 ans et je suis rentré en avion pour les funérailles et je suis resté exactement 48 heures parce que ma mère avait laissé les cousins s'occuper du plan de table et j'avais été placé à une table derrière un pilier. Mon père a utilisé l'éloge funèbre pour parler de lui. Je me souviens avoir pensé, assise derrière ce pilier, que si mon grand-père l'avait entendu, il serait sorti. Je ne suis pas sorti. J'ai toujours un peu regretté cela. Après sa mort, j'ai redoublé d'efforts au travail. Je suis devenu associé à 39 ans. J'ai acheté la maison de ville à 40 ans. J'ai divorcé à 41 ans d'un homme honnête dont le seul vrai crime était d'avoir voulu une version de moi que ma famille m'avait convaincu que je n'avais pas le droit d'être. J'ai cessé d'aller au brunch du dimanche. J'ai cessé de me justifier. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient penser parce que s'expliquer n'avait jamais, en 44 ans, amené l'un d'entre eux à me voir différemment. Et pendant les années où j'étais discrètement parti, Céleste s'était installée. Céleste avait épousé Preston il y a 9 ans, une reine de beauté d'une petite ville avec un diplôme en commerce et un plan. Je l'avais aimée au début. Elle était chaleureuse avec moi comme une vendeuse lait avec un client, et j'ai pris cela pour de la sororité. Il m'a fallu 2 Thanksgiving pour remarquer que Céleste était toujours la personne qui mentionnait au moment exact où il ne fallait pas que Nora était encore célibataire, que Nora travaillait si dur qu'elle n'appelait jamais, que Nora avait manqué un autre anniversaire. Elle disait ces choses la tête penchée, sur un ton de préoccupation, et ma mère gobait ça comme du petit lait. Elle avait, je l'ai réalisé plus tard, monté un dossier contre moi pendant des années, lentement, patiemment, de la manière dont je montais des dossiers contre les fraudeurs. Un commentaire par-ci. Un sourcil levé par-là, un petit mensonge bienveillant à Pâques qui me faisait paraître froide. Elle avait compris avant moi que si elle voulait diriger la famille, et elle allait diriger la famille, j'étais la seule personne assez intelligente pour le remarquer, alors elle avait fait de moi une étrangère, un dîner poli à la fois. Je l'ai regardé ce soir-là à l'auberge, tapotant son verre. J'ai regardé mon frère, écoutant à moitié mon père, déjà rougeaud à cause du vin. J'ai regardé mon père, qui avait entamé son agneau et mâché lentement avec la satisfaction délibérée d'un homme sur le point de faire un discours, et j'ai compris, 3 secondes avant qu'il n'ouvre la bouche, que je n'avais pas été invité à dîner pour qu'on me parle de la promotion. J'avais été invité pour qu'on me dise quelque chose de tout à fait différent. Mon père a posé sa fourchette. Il a touché le coin de sa serviette à sa bouche. Il a regardé autour de la table sa femme, son fils, sa belle-fille, et enfin, en tout dernier, moi. Nora, a-t-il dit, ta mère et moi avons discuté, et nous avons estimé qu'il était juste de te le dire en personne. Sous la table, mon pouce a bougé une fois, très lentement, le long du corps lisse et argenté du stylo de mon grand-père. Les chiffres ne mentent jamais, Nora. Les gens, si. J'ai souri à mon père à travers la lueur des bougies et j'ai attendu de voir quel genre d'homme il allait être. Nous te retirons de l'héritage, a dit mon père. Tu ne l'as jamais mérité. Il n'a pas baissé la voix.
Il ne s'est pas penché. Il l'a dit comme un autre homme annoncerait un score de golf, avec une petite inflexion satisfaite à la fin, comme si la phrase elle-même était un cadeau qu'il faisait à la table. Pendant un instant, personne n'a parlé. Et puis mon frère a ri, de ce grand rire de cuivre qu'il avait cultivé à l'université. Ma mère a émis un petit son ravi, mi-ricanement, mi-gloussement, et a pressé sa serviette sur ses lèvres comme si le moment était tout simplement trop fort. Céleste a ri aussi, d'un rire clair et argenté, le genre de rire que l'on répète devant un miroir. Même le commis débarrasseur, qui s'apprêtait à remplir mon verre d'eau, s'est arrêté en plein geste, a senti la température de la pièce et s'est retiré poliment vers le mur. Je suis resté très immobile. J'ai senti au centre exact de ma poitrine un calme étrange et inattendu, non pas le calme glacé du choc. L'autre sorte, le calme que l'on ressent lorsqu'un long problème d'arithmétique se résout enfin et que le dernier chiffre s'aligne avec le premier. Le calme d'un grand livre qui s'équilibre. J'ai regardé mon père, puis ma mère, puis le plus longtemps Céleste, dont les yeux étaient très brillants au-dessus du bord de son verre. Je vois, ai-je dit. Voyons, Nora, ma mère a attrapé son vin, interprétant mal mon sang-froid comme le prélude à une crise de colère qu'elle était prête à gérer. Ne sois pas dramatique. Ton père et moi y avons beaucoup réfléchi. Preston porte l'entreprise familiale depuis des années. Il est juste que la succession reflète la contribution. Contribution ? Ai-je dit. Tu as fait tes choix, a dit mon père. Tu voulais partir et être comptable. Il a prononcé le mot comme un autre homme dirait toiletteur pour chien. Très bien, sois comptable, mais ne t'attends pas à hériter de ce que Preston a bâti. Ce que Preston a bâti ? J'ai rangé cette phrase dans un coin de ma tête. Preston, enhardi, s'est penché en arrière sur sa chaise et a levé son verre vers moi. Sans rancune, Serette. Ce sont juste les affaires. Bien sûr, ai-je dit. Céleste a penché la tête, ce petit penchement inquiet qui lui était propre. Nous voulons juste que tout soit clair, Nora. Bernard finalise les documents lundi. Ton père voulait que tu l'apprennes de lui, pas par la lettre d'un avocat. C'est en fait très généreux. Bernard. Bernard Ouzet, l'avocat spécialiste des successions que mon père utilisait depuis 30 ans. J'ai aussi rangé ça dans un coin de ma tête. Je les ai regardés tous les quatre. Mon père, le visage rouge et content de lui. Ma mère, jetant déjà un coup d'œil au menu des desserts, l'affaire classée. Mon frère, à moitié ivre, ravi. Et Céleste qui me regardait, seule Céleste qui me regardait. J'ai pris mon verre de vin. J'ai bu une lente gorgée. Le Bordeaux était très bon, et j'ai noté avec un amusement distant et privé que c'était probablement le dernier verre de très bon vin que mon père paierait pour moi. J'ai posé le verre. J'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette. J'ai pris mon sac à main. Merci pour le dîner, ai-je dit. Nora, a commencé ma mère. Ne sois pas. Merci pour le dîner, ai-je répété, sur exactement le même ton, et je me suis levé. Je n'ai pas claqué la chaise. Je n'ai pas fait de discours. J'ai simplement marché sur mes talons bas à travers le salon privé, passé le maître d'hôtel, traversé la salle principale où personne n'a levé les yeux, et suis sorti dans l'air frais et humide du parking. Je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté assise là pendant peut-être 90 secondes, les mains sur le volant, et je me suis laissé ressentir, une par une, chacune des émotions qui faisaient la queue derrière le calme, l'humiliation, le vieux chagrin d'enfance, la petite fureur aiguë au rire de mon frère. Et je les ai laissés me traverser comme j'avais appris à laisser les chiffres me traverser, l'un après l'autre, jusqu'à ce que je puisse voir la forme en dessous. La forme était la suivante, mon père n'avait pas l'autorité de me déshériter de ce qu'il pensait me déshériter. Mon père ne le savait pas. Céleste ne le savait pas. Bernard Ouzet, que Dieu bénisse son cœur vieillissant, ne le savait probablement pas non plus, car Bernard n'avait jamais vraiment lu l'acte de fiducie que mon grand-père avait signé l'année avant sa mort. Bernard n'avait lu que le testament que mon père lui avait demandé de rédiger, et mon père avait supposé que les deux documents disaient la même chose. Ils ne disaient pas la même chose. Je le savais parce que j'étais la seule personne de la famille, à part une autre, à avoir réellement lu la fiducie. Mon grand-père me l'avait montré l'hiver avant sa mort, à sa table de cuisine, avec une tasse de café noir qui refroidissait entre nous.
Il m'avait dit de sa voix basse et patiente qu'il avait vu mon père passer 20 ans à confondre le bruit et la substance, et qu'il n'allait pas laisser le véritable argent des Moore, les terres, les droits des contrats municipaux. La participation de contrôle dans la société holding qui possédait la société d'exploitation que Preston pensait diriger, entre les mains d'un homme qui ne pouvait pas faire la différence entre un actif et un compliment. Il avait tout mis dans une fiducie irrévocable. La fiduciaire avec seule autorité discrétionnaire était sa sœur aînée, ma tante Dileya. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un verre d'eau et mon ordinateur portable. Et j'ai appelé la seule personne que je n'avais pas appelée depuis 8 mois parce qu'il y a 8 mois, elle m'avait dit très gentiment qu'elle n'allait nulle part et que je devais l'appeler quand je serais prête. Tante Dileya a décroché à la deuxième sonnerie. Nora, a-t-elle dit, juste ça, juste mon nom de sa voix sèche et chaude, comme mon grand-père avait l'habitude de le dire. Il l'a fait ce soir, ai-je dit. Il me l'a dit au restaurant devant Preston et Céleste. Il y a eu une longue et silencieuse respiration à l'autre bout du fil. Eh bien, a dit tante Dileya, il était temps. Tante Dileya avait 72 ans, vivait seule dans un cottage en pierre sur 3 acres de verger à environ 1 heure au nord de la ville, et avait été pendant les 8 dernières années la seule fiduciaire de ce que nous appelions en privé le véritable argent. La famille ne le savait pas. La famille ne le savait pas parce que tante Dileya et mon grand-père avaient, à eux deux, pris une série de décisions discrètes au cours de la dernière année de sa vie qui n'avaient jamais été lues à haute voix à aucune table de dîner. Je suis monté la voir le lendemain matin, dimanche. La route serpentait à travers des vergers qui commençaient tout juste à changer de couleur. Et en la conduisant, j'ai ressenti la légèreté particulière d'une personne qui a enfin cessé d'espérer quelque chose et peut donc enfin faire autre chose. Dileya m'a accueilli à la porte avec du café déjà servi. Elle avait les yeux de mon grand-père et son habitude d'aller droit au but. « Montre-moi le testament », a-t-elle dit une fois que nous étions assises. Je ne l'avais pas encore vu, bien sûr, mais j'avais passé le trajet à réfléchir à ce qu'il disait presque certainement, et je le lui ai esquissé sur un bloc-notes légal pendant qu'elle écoutait. Robert laisserait la maison, la propriété de vacances et les actions de la société d'exploitation à Preston. Il laisserait une partie des actifs liquides à ma mère. Il ne me laisserait, selon son annonce, rien. Et il pense que c'est ça, la succession, a dit Dileya. Il pense que c'est ça, la succession. Elle a presque souri. Il a toujours vu petit. Elle s'est levée, s'est dirigée vers le buffet et a déverrouillé le tiroir du haut avec une petite clé en laiton. Elle a sorti un dossier. Elle l'a posé devant moi. Je l'ai ouvert. L'acte de fiducie faisait 43 pages. Je l'avais lu une fois à sa table de cuisine il y a 3 ans, lorsqu'elle m'avait demandé, avec soin, formellement, si j'accepterais de servir comme fiduciaire successeur à sa retraite. J'avais dit oui. Je ne l'avais dit à personne. Je l'ai relu maintenant, lentement, avec l'attention d'une experte comptable judiciaire, et ce que j'ai vu en le lisant à la lumière de tout ce que mon père avait dit la nuit précédente était toute l'architecture de ce qui allait se passer. La fiducie détenait les terres. La fiducie détenait les droits des contrats municipaux, qui rapportaient environ 1,5 million de dollars par an en revenus locatifs et frais de licence, et que la société d'exploitation de mon frère payait à mon père depuis des années, croyant qu'il payait mon père. En fait, il payait la fiducie, et mon père recevait une allocation de la fiducie à la discrétion de tante Dileya. La fiducie détenait la participation de contrôle, 61%, dans la société holding qui possédait la société d'exploitation. Preston ne dirigeait pas la société d'exploitation. Preston dirigeait une filiale qui avait un contrat de gestion avec la société d'exploitation, et ce contrat de gestion était renouvelé tous les 3 ans. Il avait été renouvelé discrètement il y a 4 mois. Tante Dileya l'avait prolongé, avec mon accord écrit, pour 6 mois seulement. 6 mois. Il expirerait dans 8 semaines. J'ai levé les yeux vers elle. Il ne sait pas, ai-je dit. Il n'a jamais su, a dit Dileya. Ton grand-père ne lui faisait pas confiance pour le savoir. Et franchement, ma chérie, moi non plus. Il serait allé voir ce garçon à toi, Preston je veux dire, et Preston serait allé voir cette femme à lui, et toute l'affaire aurait été défaite en 1 an. Alors, nous l'avons laissé penser ce qu'il voulait penser. Et maintenant, il me déshérite d'un testament qui contrôle environ 11% de ce que la famille possède réellement. Approximativement, a-t-elle convenu. Nous sommes restés assises un long moment avec le café qui refroidissait entre nous.
Il y a autre chose, ai-je dit. Parce qu'il y avait, parce que le petit tapotement de Céleste sur le verre de vin et son revenu net bourdonnait en moi depuis 18 heures. Je dois examiner les livres de Preston. La filiale. Dileya a haussé un sourcil. La filiale. Si Céleste savait à quoi ressemble mon paiement hypothécaire, c'est qu'elle paie quelqu'un pour savoir des choses. Et si elle paie quelqu'un pour savoir des choses sur moi, elle paie quelqu'un pour savoir des choses en général. Et si Preston dirige cette filiale depuis 4 ans et que mon père prend du recul, alors quelqu'un la dirige. Oui, a dit Dileya. Elle a tendu la main sur la table et a posé sa main fine et veineuse sur la mienne. As-tu accès au livre de la société d'exploitation? Nora, en tant que fiduciaire successeur désigné, sur demande écrite à la direction actuelle pour un motif valable. Oui. J'ai fait une pause. Je n'ai jamais fait la demande. Alors je pense, a dit Dileya, que tu devrais la faire demain matin. Je l'ai faite le lundi matin à 8h44 dans un courriel de 2 lignes depuis mon compte professionnel, en mettant en copie le directeur juridique de mon cabinet, citant la section exacte de l'acte de fiducie qui donnait à tante Dileya le droit d'inspecter et à moi le droit d'inspecter en son nom. Je l'ai envoyé à Preston, au directeur financier de la société d'exploitation et à Bernard Ouzet, dont j'aurais payé pour voir le visage quand il l'a lu. Preston m'a appelé à 8h22. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé à 8h41. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a appelé à 9h03. Et cette fois, j'ai décroché parce que je voulais entendre sa voix. Nora. Il ne riait pas maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce courriel? C'est une demande d'inspection légale, Preston. Tu n'as pas l'autorité. Si, je l'ai, ai-je dit. Demande à Bernard. Demande-lui attentivement. Demande-lui de lire la section 14 de l'acte de fiducie de 2016, puis demande-lui de t'expliquer qui a réellement reçu les revenus de licence municipale ces 8 dernières années. Prends ton temps. Je ne suis pas pressé. Il y a eu un silence au téléphone si long que je pouvais entendre sa respiration. Que veux-tu? A-t-il dit finalement. Je veux les livres, Preston. Pour mercredi, fin de journée. Grand livre général complet, chaque transfert intersociété, chaque frais de gestion, chaque remboursement à la société de conseil de Céleste pour les 3 dernières années. Céleste ne. Preston, ai-je dit doucement, s'il te plaît, ne me mens pas sur une ligne enregistrée. J'ai raccroché. Je me suis assise à mon bureau avec le stylo de mon grand-père dans ma main, et je l'ai tourné lentement entre mes doigts, et j'ai pensé au son du rire de mon frère à travers la lueur des bougies, et je n'ai pas souri. Mais j'étais, d'une manière très petite et très privée, en paix. Les livres sont arrivés le mercredi à 16h52, 8 minutes avant ma date limite, dans un fichier compressé si volumineux qu'il a fallu une minute entière à mon ordinateur portable pour le décompresser. À 20h ce soir-là, j'avais mal à la tête et un bloc-notes légal couvert de notes. À 23h, j'avais un deuxième bloc-notes légal. À 1h du matin, j'avais ce qu'il me fallait. La société de conseil de Céleste, une société écran enregistrée sous son nom de jeune fille à une adresse qui s'est avérée être une boîte postale dans un magasin d'expédition à 2 villes de là. Avait facturé la filiale de Preston pour des services de conseil stratégique au taux de $22 000 par mois pendant 3 ans et 4 mois. $880 000 sur papier pour des conseils qui n'avaient aucun livrable que je pouvais trouver, aucun contrat que je pouvais localiser, et aucune approbation du conseil que je pouvais retracer. C'était la petite partie. La plus grande partie était pire. La filiale de Preston avait facturé à la société d'exploitation des services de gestion à un taux qui était passé discrètement de 4% du chiffre d'affaires brut à un peu moins de 11% sur une période de 4 ans sans modification correspondante du contrat de gestion. C'était, selon mes calculs, environ 2,1 millions de dollars de surfacturation, et la société d'exploitation, dont l'actionnaire à 61% était la fiducie dont la fiduciaire était ma tante, avait payé. Preston ne dirigeait pas la filiale. Céleste dirigeait la filiale par l'intermédiaire de Preston. Et ils avaient discrètement saigné la société d'exploitation pendant la majeure partie d'une demi-décennie, pariant, je le soupçonnais, sur l'hypothèse que lorsque mon père mourrait et que la succession serait réorganisée, il posséderait suffisamment de ce qui restait pour que l'anomalie puisse être dissimulée. Il n'avait pas prévu la fiducie. Il ne m'avait pas prévu. J'ai appelé tante Dileya le jeudi matin.
Je lui ai tout expliqué ligne par ligne. Elle a écouté sans interrompre. Et quand j'ai eu fini, elle a dit « À quel point veux-tu que ça leur fasse mal, Nora ?» J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. J'ai pensé à mon grand-père derrière le pilier à ses propres funérailles. J'ai pensé au revenu net de Céleste. J'ai pensé à mon père disant « Tu ne l'as jamais mérité », du même ton qu'un autre homme utiliserait pour commander un steak. Je ne veux pas que ça leur fasse mal, ai-je dit. Je veux que ce soit exact. Dileya est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, ton grand-père serait très fier de cette réponse. Nous avons fixé la réunion pour le mercredi suivant. Tante Dileya a appelé personnellement Bernard Ouzet en sa qualité de fiduciaire et lui a demandé de programmer une réunion de famille dans sa salle de conférence à 10 h du matin pour discuter de certaines préoccupations qui ont émergé concernant la société d'exploitation. Elle ne m'a pas mentionné. Bernard, qui connaissait Dileya depuis plus longtemps qu'il ne connaissait mon père, a accepté immédiatement. Il a ensuite, j'ai appris plus tard, appelé mon père dans une légère panique et lui a dit que tante Dileya avait demandé une réunion de famille. Mon père, qui n'avait pas parlé à sa sœur depuis près d'une décennie, a supposé qu'elle allait essayer de faire la paix avant que la succession ne soit finalisée. Mon père, de manière caractéristique, a décidé qu'il utiliserait la réunion pour l'informer en personne de ses décisions. Il est arrivé, m'a-t-on dit, dans son plus beau costume anthracite. Le matin de la réunion, je me suis réveillé à 5 h. J'ai fait du café. Je me suis assise à ma table de cuisine avec le stylo de mon grand-père et un simple dossier en manie devant moi. À l'intérieur du dossier se trouvait un résumé de 14 pages de ce que Céleste et Preston avaient fait à la société d'exploitation, avec des références croisées aux relevés bancaires et les montants totaux en dollars surlignés. Derrière cela se trouvait l'acte de fiducie. Derrière cela se trouvait une lettre d'une seule page signée par tante Dileya et notariée l'après-midi précédent, mettant fin au contrat de gestion entre la filiale de Preston et la société d'exploitation, avec effet immédiat à la livraison. J'ai mis le dossier dans mon sac. J'ai mis le stylo dans la poche intérieure de mon sac à main où il était resté pendant tout le dîner à l'auberge. Les chiffres ne mentent jamais, Nora. Les gens, si. Je me suis regardé dans le miroir du couloir en enfilant mon manteau. Je n'étais pas la femme qui était entrée dans ce restaurant il y a 3 semaines et demie. Je n'étais pas non plus tout à fait la femme que j'avais été ce matin-là. J'étais, pour la première fois depuis très longtemps, exactement la femme que mon grand-père avait toujours pensé que je deviendrais. J'ai conduit jusqu'au centre-ville. Je me suis garé sur le parking des visiteurs devant l'immeuble de Bernard Ouzet. Je suis resté assise un moment les mains sur le volant, comme je l'avais fait sur le parking de l'auberge, et j'ai senti le même calme privé s'installer en moi. Puis je suis sorti, je suis entré dans le hall et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. La salle de conférence de Bernard sentait le café et le vieux papier. Mon père était déjà assis en bout de table quand je suis entré, et le regard sur son visage quand il m'a vu valait, à lui seul, chaque dîner derrière chaque pilier que j'avais jamais enduré. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Robert, a dit tante Dileya depuis la chaise à côté de Bernard, assieds-toi. Ma mère, à la droite de mon père, est devenue très immobile. Preston, en face d'elle, avait l'air pâle et en sueur d'un homme qui avait passé la nuit précédente éveillé. Céleste était assise à côté de lui dans un tailleur crème, les mains croisées, le menton levé, prête. J'ai pris le siège à l'extrémité opposée de la table de mon père. J'ai posé le dossier en manie devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Bernard s'est raclé la gorge. Dileya a demandé cette réunion en sa qualité de fiduciaire de la fiducie familiale Moore de 2016. Robert, Il a fait une pause et je l'ai regardé choisir ses mots. Je tiens à noter pour mémoire que j'ai eu l'occasion ces derniers jours de relire cet instrument, et je vous dois des excuses. Je ne pense pas avoir pleinement apprécié sa portée. Le visage de mon père a commencé à changer lentement. Sa portée? A-t-il répété. Robert, a dit tante Dileya doucement, père a mis les terres dans la fiducie, et les droits de licence, et la participation de contrôle dans la société holding en 2016. Tu as signé la reconnaissance. Je ne pense pas que tu l'aies lu. La pièce était silencieuse. Mon père a regardé Bernard. Bernard, à son crédit, n'a pas détourné le regard. Ce n'est pas. La voix de mon père s'est légèrement brisée. C'est. La succession est. La succession, c'est ta maison, ta propriété de vacances,
tes comptes personnels et les parts minoritaires, a dit Dileya. Ça l'a toujours été. Tu tires une allocation de la fiducie depuis 8 ans. Tu appelais ça simplement une distribution. J'ai regardé la main de ma mère trouver celle de mon père sur la table et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose comme de la pitié pour elle parce que j'ai vu le moment exact où elle a compris que l'histoire qu'elle racontait à ses amis sur la fortune de la famille Moore était depuis 8 ans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible, a dit mon père, mais il l'a dit doucement. Il l'a dit comme un homme dit quelque chose qu'il sait déjà être vrai. J'ai ouvert le dossier. Il y a une deuxième affaire, ai-je dit. Toutes les têtes à la table se sont tournées. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé le résumé de 14 pages devant Bernard. J'ai posé une deuxième copie devant tante Dileya. J'ai posé une troisième copie, et c'était celle à laquelle j'avais longuement réfléchi la nuit précédente, devant ma mère, pas mon père. La filiale de Preston, ai-je dit, a surfacturé la société d'exploitation d'environ 2,1 millions de dollars au cours des 4 dernières années par le biais d'ajustements non autorisés des frais de gestion. Séparément, la filiale a payé environ 880 000 dollars à une société de conseil enregistrée au nom de jeune fille de Céleste à une adresse de boîte postale pour des services sans documentation. Les relevés bancaires se trouvent derrière l'onglet 3. Les transferts intersociétés se trouvent derrière l'onglet 4. Le menton de Céleste est descendu d'un demi-pouce. C'est un mensonge, a-t-elle dit vivement. C'est Preston. Dis-leur. Céleste, a dit Preston. C'était le plus petit mot qu'il avait dit de toute la matinée. Preston, dis-leur qu'elle invente. Elle a toujours. Céleste. Elle s'est tournée pour le regarder et j'ai observé à travers la table le moment exact où mon frère a cessé d'être son mari et a commencé à être un homme qui savait compter. Mon père fixait le résumé devant lui, qu'on ne lui avait pas donné mais qu'il pouvait lire à l'envers. Sa bouche était légèrement ouverte. Preston, a-t-il dit. Preston, est-ce que c'est vrai? Preston n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. J'ai glissé un autre morceau de papier sur la table vers tante Dileya. Elle l'a lu, l'a signé sous sa signature précédente et l'a passé à Bernard. C'est une résiliation du contrat de gestion entre la filiale et la société d'exploitation, ai-je dit. Effective à la livraison. La livraison a été faite. Bernard le déposera cet après-midi. Vous ne pouvez pas, a commencé Céleste. Céleste, a dit tante Dileya, et sa voix n'était pas méchante. S'il te plaît, arrête de parler. Céleste a cessé de parler. Mon père a enfin regardé le long de la table vers moi. Pas avec fureur. Pas avec le petit sourire dur qu'il avait arboré à l'auberge. Il m'a regardé comme un homme regarde une pièce qu'il pensait posséder et vient de réaliser qu'il n'y avait toujours été qu'un invité. Nora, a-t-il dit. Tu as fait ça en 3 semaines. Non, papa, ai-je dit. Tu as fait ça pendant 40 ans. Je n'ai fait que le mettre par écrit. J'ai fermé le dossier. Je me suis levé. Et cette fois, quand je suis sorti de la pièce, mon frère s'est levé aussi, tranquillement, et n'a pas suivi Céleste quand elle s'est levée pour partir. L'histoire de ce qui est arrivé à la famille Moore après ce mercredi matin est, dans ses fondements, très simple. Céleste a demandé le divorce dans le mois, ce qui n'a surpris personne, sauf peut-être elle-même. Elle avait agi en supposant que Preston, humilié, s'accrocherait. Preston, humilié, a fait le contraire. Il a engagé son propre expert comptable judiciaire, pas moi, sur sa propre insistance et avec ma pleine approbation. Et le comptable a trouvé, entre autres choses, que Céleste avait discrètement déplacé de l'argent de la société de conseil Écran pendant 18 mois en préparation exactement du type de sortie qu'elle tentait maintenant. Le divorce est devenu très rapidement une affaire pénale. Le bureau du procureur de l'État a ouvert un dossier. Le visage de Céleste est apparu brièvement et de manière peu flatteuse dans la section économique du journal local. Elle a quitté l'État avant la fin de l'année. Je n'ai plus entendu son nom prononcé dans la maison de ma mère depuis. Preston a remboursé intégralement la société d'exploitation en 18 mois grâce à la vente de la maison que lui et Céleste avaient construite et à la cession de la plupart de ce qu'il avait accumulé en son nom propre. Ce n'était pas suffisant pour tout couvrir. Tante Dileya, en sa qualité de fiduciaire, a annulé le solde à la condition que Preston se retire entièrement de la filiale et prenne un poste salarié, un vrai, avec une vraie description de poste,
sous un nouveau directeur d'exploitation que nous avons sélectionné ensemble, elle et moi. Il a accepté. Il est devenu, au cours des 2 années qui ont suivi, un homme plus silencieux. Il m'appelle le dimanche. Nous apprenons lentement à avoir une conversation qui ne porte pas sur la famille. Mon père n'a pas perdu sa maison. Il n'a pas perdu ses voitures. Il a gardé exactement ce qu'il avait réellement gagné, c'est-à-dire la partie de la succession que mon grand-père lui avait laissée en pleine propriété, et qui s'est avérée être considérablement moins que ce qu'il racontait à ses amis au club depuis 30 ans. L'allocation de la fiducie a pris fin le mois de la réunion. L'adhésion au club a suivi au printemps suivant. Ma mère, à ma grande surprise, s'est adaptée. Elle a vendu la maison de vacances elle-même sans qu'on le lui demande et a remboursé ce qui devait l'être. Et à Noël dernier, elle m'a appelé au téléphone et m'a dit d'une toute petite voix, « Je ne sais pas comment te dire ça, Nora, mais j'aimerais essayer. » J'ai dit qu'elle pouvait essayer. Nous essayons. Mon père et moi n'avons pas encore eu cette conversation. Je ne sais pas si nous l'aurons un jour. C'est un homme à qui on a dit à 68 ans que la plupart de ce qu'il pensait être à lui ne l'avait jamais été. Et je ne pense pas qu'il ait le langage pour faire face à cela. Quand je le vois lors des réunions de famille, les petites maintenant, les tranquilles, il me fait un signe de tête. Je lui rends son signe. C'est pour l'instant ce que nous avons. Tante Dileya a pris sa retraite de fiduciaire au printemps dernier, à son 74e anniversaire, et j'ai pris la relève. Les terres sont toujours les terres. Les revenus de licence continuent d'arriver. La société d'exploitation, sous une nouvelle direction, a connu sa meilleure année en une décennie. Le stylo en argent de mon grand-père est posé dans un petit plat en céramique au coin de mon bureau au travail, et je l'ai utilisé le matin où j'ai apposé la première signature sur l'acceptation de la fiducie. Je vis toujours dans la maison de ville. Je déjeune encore à mon bureau plus souvent que je ne le devrais. Je suis devenue associée directrice, au cas où vous vous poseriez la question, et les lettres sur la porte incluent bien mon nom. Parfois, tard le soir, quand le bureau est calme et que la ville à l'extérieur de ma fenêtre passe lentement au bleu de la nuit, je m'assois à mon bureau avec une tasse de thé et je tourne lentement le stylo de mon grand-père entre mes doigts et je pense au Bordeaux à l'auberge. Je pense au son du rire de mon frère. Je pense à l'inclinaison exacte de la tête de Céleste lorsqu'elle m'a interrogé sur ma petite maison de ville. Et je pense surtout à ce que mon grand-père m'a dit à sa table de cuisine l'hiver avant sa mort, ce que je n'ai jamais dit à personne, pas même à tante Dileya. Il a dit, les gens qui te sous-estiment, Nora, te font un cadeau. Ne le gaspille pas à être en colère. Utilise-le pour être prête. J'étais prête. C'est, en fin de compte, toute l'histoire.